Allez, je donne la parole Olivier. à notre invité du jour. Il a passé 38 ans sous l'uniforme de marin français. Il a commencé comme simple matelot à 19 ans et il est parti de l'armée comme amiral avec plein d'étoiles, une carrière exceptionnelle. Il a commandé 3 navires de combat. Il a passé beaucoup de temps engagé dans des opérations en Iran, en Irak, au Liban, en Libye, en Afghanistan. Et il a occupé plusieurs postes, notamment directeur de la com de la marine. Il a donc dû gérer de la com de crise. Il était DRH de la marine, il s'occupait du recrutement, de la formation. Et il a eu le trophée du DRH de l'année en 2012, c'est l'amiral Olivier Lajousse. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour témoigner de votre expérience de crise et de nous livrer votre analyse sur la période qu'on traverse. Déjà, pour commencer, c'est vrai que le président a parlé de guerre. Ça vous paraît complètement con ou pas? Non, c'est pas con du tout parce que la guerre, ça se caractérise par quoi? Ça se caractérise par le déferlement d'un adversaire, qui s'appelle Covid-19, qui dérègle toutes nos habitudes. On est en plein dedans, puisqu'on est confiné, on n'est plus libre, toute notre économie est complètement déréglée. On est passé en économie de guerre, il faut produire à toute vitesse des masques, des respirateurs, etc., etc. Et donc, tout correspond à ce qui se passe lors d'une guerre. C'est-à-dire qu'on a un adversaire qui déferle et nous submerge, on a une économie déréglée et tous nos repères sont perdus. Et en plus, deux choses essentielles de la guerre, on est dans la totale incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et donc, ça fait peur, forcément. C'est un des facteurs de la guerre, l'angoisse. Et puis, de l'autre côté, c'est le temps. Et je viens d'entendre des échanges très intéressants sur faut-il se laisser ou pas submerger par les informations. Eh bien, la guerre, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle elle vous submerge. Et plus vous vous laissez prendre dans cette espèce de répétition d'informations qui font peur, plus vous avez peur, plus vous paniquez et plus vous pouvez avoir des comportements terriblement émotifs. Est-ce qu'on peut dire que le risque de surinformation est plus important que le risque de sous-information? Non, bien sûr, l'information, c'est majeur et il faut être informé. Après, tout dépend de quelle information on reçoit et comment on est capable d'en faire la part des choses. Si on se laisse prendre par une information qui est systématiquement orientée vers le négatif, on va, comme le disait juste avant moi Madame la lectrice, elle a bien raison de lire, Sonia? pardon de ne pas avoir retenu son prénom, eh bien, on va être submergé par du négatif et le négatif nous amène au négatif. Et donc, je ne sais pas si on ira jusqu'à se tailler les veines avec un couteau à beurre, mais en tout cas, on désespérera et on n'aidera personne à se sortir de la guerre. Et donc, il faut de l'information, mais il Mais faut savoir faire l'information, le quand elle tri. est triste, c'est vrai qu'elle est parfois objectivement triste. La situation, tout dépend du prisme dans lequel on se met. Mais c'est vrai que si je lis, moi, l'actualité des entreprises, je trouve ça triste mais acceptable. Si je lis l'actualité des hôpitaux en ce moment et de la manière dont le personnel soignant est obligé de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, c'est forcément beaucoup plus triste tout en restant quand même objectif. Comment on fait pour savoir que l'information, elle est nécessaire ou pas? Elle est indispensable, il ne faut pas qu'elle fasse peur. Et en même temps, il ne s'agit pas de la trafiquer. Et donc, puisqu'on parle des hôpitaux, ce qu'il y a de merveilleux dans les hôpitaux, c'est la façon dont des gens qui pourraient en permanence se plaindre de ne pas avoir ce qu'il leur faut pour travailler ne font pas ça. Au contraire, ils se mobilisent et ils sont fiers de trouver des solutions avec ce qu'ils ont pour sauver le maximum de gens possible. Et ils en sauvent beaucoup. Et donc, si on concentre pendant la guerre toute l'information autour de tout ce qui ne va pas, on perd la guerre. Parce que sur du négatif, on ne fait que du négatif. En revanche, si on dit OK, ça va très mal, il manque des masques, il manque des respirateurs, il y a des milliers de gens qui arrivent, on est au-delà de la capacité de nos lits de réanimation, etc. Mais on va se débrouiller et on va y arriver. Et donc, c'est quoi un bon dirigeant? C'est quelqu'un qui trouve les possibles dans l'impossible. Et donc, rendre le possible dans l'impossible, ça, c'est la force d'un grand dirigeant. J'aime bien le cinéma et je ne peux que recommander de regarder ce film qui illustre très bien ce que je viens de dire. Ce film s'appelle Les Heures sombres. C'est autour du personnage de Winston Churchill, qui était un mec complètement paranoïaque, compliqué, buveur, enfin tout ce qu'on veut, mais qui a été génial à ce moment-là de l'histoire. Pourquoi? Parce que quand face à lui, il y avait des gens qui disaient il faut aller signer la paix avec Hitler et trouver une solution avec lui, lui, il disait ça, c'est la mort absolue.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il était en train de perdre la partie, que le roi le lâchait, que les députés de son parti étaient en train de le lâcher, de lui faisaient des mauvais coups, lui faisaient des mauvais coups dans le dos, dans le désespoir, il est descendu dans le métro londonien. Personne ne s'attendait à avoir un Premier ministre dans le métro londonien. Et il a dit aux Londoniens qui étaient là, et vous, qu'est-ce que vous en dites? On fait le pacte avec Hitler ou on se bat en sachant qu'on va en prendre plein la gueule. Il va y avoir du sang, des larmes, et tout le monde s'est mis debout en disant bien sûr qu'on se bat. Eh bien, c'est exactement ce que sont en train de faire les gens à l'hôpital. Et donc moi, je dis, quand je vois BFM TV, puisque c'est la chaîne d'information continue en France, qui ne cesse de nous trouver des témoins qui ne vont chercher que ce qui va permettre de faire du combat avec les autres, de dénoncer, de chercher un coupable, je leur dis, mais vous aurez le temps de faire ça. Pour l'instant, c'est la guerre. Concentrer tout le monde sur ce que l'on peut faire avec ce que l'on a pour sauver le maximum de gens. Il sera temps après de discuter de tout ce que vous voulez, mais pour l'instant, ce n'est pas ça le sujet. Nous, les marins, quand on est en face de vagues qui font 18-20 mètres de haut, ça fait peur. Le bateau, à tout moment, peut exploser, casser, et donc on va faire naufrage. Alors on met ce qu'on appelle à la cape. La cape, C-A-P-E, c'est une petite voile qui est à l'arrière du bateau, même s'il n'y a plus de voile maintenant sur les bateaux. C'est une façon de se présenter face aux vagues et d'aller tout doucement, et puis de monter et de descendre avec les vagues, de monter et de descendre avec les vagues. Celles qui ont raison, ce sont les vagues. C'est elles qui vont gagner si on fait le malin. Et au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, on se concentre sur qu'est-ce que je peux faire pour passer la vague. Et puis dès que ça va un peu mieux, on reprend le cap et on repart vers ses projets et ses objectifs. Et donc, bien sûr que l'information est indispensable, il faut surtout en avoir. Il est normal dans une démocratie qu'il y ait des débats, mais ce que m'a appris ma vie de marin, c'est que si on concentre les gens sur des informations qui font peur, qui sont négatives, qui entraînent les mauvais côtés de l'homme qui cherchera des coupables, des responsables, qui voudra des têtes, ça ne va pas nous aider à gagner la guerre. Au contraire, ça va nous faire perdre la guerre. En guerre, il faut aller chercher tout ce qui est positif et permet d'avancer et de se concentrer sur la seule chose importante, gagner en sauvant le maximum de vies. J'ai quand même une question indispensable. Vous avez parlé du film Les Heures Sombres. Est-ce que vous avez raconté tout le film, ce qui ne se fait pas, et du coup c'est plus la peine que je le vois, ou est-ce qu'il y a encore des trucs à découvrir si je décide de voir ce film? Il y a plein de trucs à découvrir parce que le personnage, l'acteur est remarquable, et donc ce qui est subtil dans ce film, c'est de voir combien une personnalité très torturée a la force d'entraîner plein de gens. Alors, je reviens sur le sujet de la communication qui semble être un sujet clé. Comment ça se passe dans l'armée? Moi, je suis une génération qui a absolument rien fait, donc a absolument aucune connaissance. Est-ce qu'il y a des divisions et des gens qui concentrent l'information et dont le rôle est de l'analyser, de la traiter et qui la distribuent aux autres? Ou est-ce que tout le monde a accès à l'information et donc peut avoir son esprit critique? Comment c'est hiérarchisé? Il n'y a aucun filtrage de l'information. Tout le monde la reçoit directement. On ne filtre pas. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on se parle beaucoup, on échange beaucoup. Nous, les marins, quand on est sur un bateau, on y est pour de longues périodes. On quitte le port de Brest ou de Toulon, qui sont des ports militaires français. On y reviendra 5 ou 6 mois plus tard. Et pendant ces 5 ou 6 mois, notre maison, notre boîte de nuit, notre salle de sport, notre salle à manger, notre chambre à coucher, c'est le bateau. Et on doit vivre tous ensemble et savoir trouver les bonnes attitudes pour que cette vie soit possible. Et c'est pas simple. On doit trouver en permanence ce qui permet de vivre avec les autres et d'être dans une bonne relation à soi et aux autres. Et vous y Pour arrivez? ça, on laisse tout le monde pouvoir consommer de l'information. Mais quand on voit quelqu'un commencer à gamberger, à aller chercher du complotisme, des choses comme ça, on discute avec lui et on lui dit « Attends, posons-nous et discutons calmement. Qu'est-ce qui te permet de croire que c'est cette information-là qui est plus importante que celle-là Comment analyser les choses et comment essayer de poser calmement un certain nombre de repères pour ne pas risquer de partir en vrille parce qu'on va surinterpréter ou interpréter tout simplement une information. Et plus on l'échange, l'information, plus elle est intéressante. Et nous, notre philosophie, c'est l'information, elle arrive et on l'échange entre nous pour essayer d'avoir un regard le plus large et apaisé possible. Mais du coup, j'ai cru comprendre dans votre raisonnement initial que l'heure n'était pas venue au débat. Est-ce
Que finalement, c'est pas un peu l'inverse que vous dites là, que s'il y a des gens qui ont des inquiétudes, il faut y répondre rapidement et laisser la possibilité de discuter parce que c'est plus grave que les gens se montent la tête plutôt qu'ils puissent exprimer un point de vue. On statue Exactement. comment du coup? Il faut débattre ou pas? Oui, bien sûr, je viens de le dire, il faut débattre, mais si le débat est systématiquement orienté vers ce qui ne va pas, c'est pas agréable. Et c'est l'intérêt de surtout ne pas se laisser prendre par certains médias qui, par principe, vont chercher ce qui ne va pas. D'où l'intérêt. Il y en a d'autres qui vont chercher ce qui marche. Et donc, plus on croise les informations, plus on débat, plus on accepte d'être dérangé dans ce que l'on croit, plus on est prêt à écouter, à regarder, à analyser, mieux c'est. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'une ligne éditoriale résolument orientée vers, je sais pas moi, une pensée politique ou une pensée sociale, risque, à force de faire de la méthode Coué sur un certain nombre de sujets sans parler des autres, c'est dangereux. Et donc, c'est tout le talent. Enfin, quand on relit, moi j'ai été directeur de la communication de la marine, j'ai eu à gérer des communications de crise compliquées, j'ai beaucoup travaillé avec les journalistes. L'Internet n'était pas encore là, puisque c'était à la bascule de l'an 2000. L'Internet commençait à arriver, mais n'était pas aussi présent, et donc l'information n'allait pas aussi vite. Mais ce que j'ai retenu de cette expérience passionnante, c'est que pour bien pouvoir dialoguer avec les médias, il faut avoir compris une fois pour toutes qu'un média, c'est commercial et ça obéit à des règles qui sont fixées par la ligne éditoriale est souvent fixée par celui qui finance le média. Et c'est difficile aujourd'hui pour les journalistes de garder leur totale liberté par rapport à ça. Voire même eux-mêmes, s'ils sont dans ce média, c'est qu'ils sont d'accord avec cette ligne-là. Et donc c'est subtil. Il faut, pour pouvoir être bien informé, croiser les sources d'information. Chez nous, les militaires, on fait beaucoup de renseignements pour savoir quelles sont les capacités de celui d'en face, comment il va réagir, quelle est sa culture. Et pour être sûr de ne pas se tromper, on croise beaucoup de regards, on a différentes sources d'information. On va chercher des gens qui sont à droite, d'autres à gauche, d'autres au centre, d'autres qui sont anti-tout ou pro-tout. Et donc, on croise beaucoup les informations pour se faire une idée. Et on évite de se laisser enfermer dans un regard stéréotypé ou monotypé, comme on veut, qui voudrait nous imposer une façon de regarder les choses. Et donc, Mais on garde c'est vrai notre libre arbitre qu'un en média croisant cherche les à sources donner une d'information. information et en fait, tout va bien n'est pas une information. Du coup, c'est un peu pour ça que c'est toujours négatif, je pense. Oui, bien sûr, mais il ne s'agit pas de dire que tout va bien, mais entre dire tout va bien et dire tout va mal, eh bien, si on va chercher ce qui fait que, comme je viens de l'expliquer pour les hôpitaux, on peut dire tout va mal, c'est la catastrophe. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe dans les hôpitaux en France est extraordinaire. Des hôpitaux, ces gens-là ont su en quelques jours se transformer tous leurs procédés, trouver des lits, trouver des solutions et pardon pour l'expression, avec les marins, on dit avec la bite et le couteau, ils ont réussi à trouver des solutions. Avec 3 fois rien, ils s'en sont tirés. Moi, j'aime bien ça. C'est des gens qui ne se laissent pas plomber par ce qui fait mal, mais des gens qui disent OK, ça va mal. On ne peut pas dire que ça va bien, mais on va y arriver. On va trouver les solutions. Et il sera temps après de tirer le son de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de débat. Ça veut simplement dire ne laissons pas le débat nous submerger par tout ce qui nous angoisse et nous fait peur. Parce qu'une fois qu'on est dans la peur, on ne fait plus rien de bon. On a peur et donc on panique et les pires comportements sont possibles. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire comment ne pas être écœuré de voir des salopards détourner des avions, voler les masques, de voir des gens vendre des masques à des prix improbables, de voir des mafieux se positionner sur ces marchés-là ou de voir un État surenchérir et acheter 3 fois le prix pour être sûr de les avoir pour lui et pas pour les autres. Parce que c'est pas ça la guerre, justement. D'humanité, de solidarité et tout ça. Tout ça, ça existe. Mais est-ce que c'est la majorité? La réponse est non. À côté de ces salopards-là, il y a des gens merveilleux qui, avec des associations, partagent, aident, soutiennent. Et donc, il faut faire l'équilibre entre les deux informations et dire, ben voilà, la vie, c'est ça. Il y a des ombres et des lumières. Et donc, je ne me laisse pas prendre par ce tam-tam permanent autour de ce qui ne va pas et qui va me plomber, me faire sauter par la fenêtre.
Je voulais qu'on Et donne tout le la monde parole aura... quelques instants, Amiral, à Ingrid Genillon depuis Madagascar qui avait une question à vous poser. Oui. Ah ben, j'avais pas une question à vous poser, mais j'avais juste une réaction par rapport à ce que vous veniez de dire, si je peux me permettre, une expérimentation de ce matin avec mes collaborateurs. Donc, c'est plutôt un retour d'entrepreneurs. Donc, nous, à Madagascar, on a peu de cas, puisqu'on est à 90 cas aujourd'hui, à peu près un peu moins déclarés. Et en fait, hier, il y a eu une espèce de bascule, c'est-à-dire qu'on est passé à 10 nouveaux cas en une journée. Donc tous les matins, tous mes collaborateurs sont en télétravail, donc tous les matins à 9h, on se parle, on fait une petite météo de comment ça va, les problèmes, etc. etc. Et ce matin, j'ai vraiment senti que ça avait fait un effet, vous voyez, c'est-à-dire c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que l'information d'un seul coup a fait basculer dans une énergie qui n'était pas du tout la même que celle qu'on avait depuis le début du confinement. Et en fait, moi je les ai renvoyés vers une émission de France Inter qui est passée hier soir, qui parlait de l'Afrique et de la situation du coronavirus en Afrique, parce qu'en fait, moi, je me rends compte dans mon quotidien, je suis française, et donc j'ai une tendance à écouter l'actualité française. Et donc, je me fais alimenter par des informations qui sont reliées à un continent qui est l'Europe, et qui n'est donc pas l'Afrique. Et ici, en Afrique, ça ne se passe pas de la même façon, pour des parties positives comme négatives, dans les deux cas. Et en fait, j'ai trouvé que cette émission avait la posture que vous décrivez, c'est-à-dire qu'elle était factuelle, que les intervenants n'étaient pas dans l'émotionnel. On parlait du contexte de l'Afrique, des conditions dans lesquelles le virus se développe ici, de la manière de la contamination, comment les gouvernements réagissent, est-ce qu'ils se sont attachés plutôt à prendre exemple sur la Corée plutôt que sur l'Europe. Enfin voilà, il y avait une analyse très pointue de la situation. Et moi, je les ai renvoyés vers cette émission en leur disant « Je vous invite à l'écouter ». Et à ne pas basculer dans un tempérament ou alarmiste ou psychose. Et moi, j'avais pas ni les mots ni les compétences pour pouvoir le faire parce que je suis pas experte. Et donc, j'ai eu un retour cet après-midi où ceux qui ont eu l'opportunité sur l'équipe de l'écouter m'ont remercié de ça parce que ça avait ramené une sorte de mots et de contexte équilibrés. Alors que juste parce qu'on a eu 10 cas de déclarés en une journée, alors qu'on était habitué aujourd'hui à avoir, lorsque le président intervient tous les 2 jours, l'annonce de 1, 2 ou 3 cas supplémentaires, ça a permis de remettre un peu de stabilité et j'ai vu que ça avait quand même changé les choses. Voilà, c'était juste un retour d'expérience qui date d'aujourd'hui. J'en retiens que quand tu veux montrer l'actualité africaine, tu recommandes France Inter. Il y a encore du travail à faire, Ingrid, je pense. Je suis désolée, mais voilà. Merci Ingrid, parce que ça illustre exactement ce que je viens de dire. Merci beaucoup. C'est que quand on va chercher du factuel et qu'on équilibre, qu'on ne tombe pas dans le misérabilisme ou la colère et qu'on va chercher tous les beaux exemples à côté qui montrent que, oui, y a les deux, il y a les deux faces. Et donc, une façon de rester serein et de continuer à pouvoir agir ensemble, trouver des solutions, gagner la guerre, c'est surtout de ne pas se laisser prendre, soit par la naïveté heureuse, parce que c'est tout aussi dangereux d'avoir des gens qui, voulant ignorer tout ce qui ne va pas, sont capables de vous amener à la mort. Et puis de l'autre côté, des gens qui, ne voyant que ce qui ne va pas, vont également vous amener à la mort. Un grand dirigeant, c'est un champion de l'équilibre, un champion du possible dans l'impossible. Et donc, il est capable factuellement de désémotionner, je ne sais pas si c'est un mot français, en tout cas de baisser le niveau d'émotion pour pas que ça parte en live. Et on voit bien, tous les films sur la guerre vous montrent que si on ne maîtrise pas les émotions et que ça part en live, ça peut terminer très très mal. Parce que la colère, la peur peuvent conduire l'homme à devenir très dangereux pour lui-même et pour les autres. Donc il faut avoir ce goût de l'équilibre. Et c'est difficile parce que on est dans des sociétés où quand on parle d'équilibre, on est considéré trop souvent comme quelqu'un de mou de caractère ou de pas décideur. Mais c'est tellement facile de décider des grands trucs, sauf que la plupart du temps, ça se termine mal. Les plus grands chefs que j'ai connus, c'était ceux qui étaient capables de ramener de l'apaisement au cœur de la guerre. Les bombes tombaient de partout, quitte à mentir un peu ou pas ? Il y avait des gens violents qui hurlaient, et eux, ils arrivaient par leur calme à dire on ne se laisse pas prendre dans cette espèce de tourmente. Quelle est la part de vérité dans tout ça ? Enfin, je sais que le concept est vaste, mais quelle est la part de vérité dans la communication qu'on choisit de donner ? Et est-ce que c'est possible d'adapter à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle du monde, où il y a une liberté totale dans ce qu'on dit, les mêmes préceptes que dans l'armée, où j'imagine on peut contrôler un peu plus la communication et choisir d'aller vers des informations qui sont
plus positive pour le moral des équipes? Est-ce que c'est possible de faire ça à l'échelle de notre pays? Non, mais je dément l'idée que dans les armées, on oriente l'information. L'information, elle nous arrive, surtout aujourd'hui, où on est connecté en permanence, et donc elle nous arrive de partout et on la prend telle qu'elle est. Et on ne cherche pas à l'orienter vers du positif ou du négatif. Je répète, ce que l'on fait, et c'est ce que vient de nous expliquer Ingrid, qui l'a très bien fait, c'est il y a plein de sources d'informations et on en parle. Moi, je trouve très bien, je suis profondément démocrate, et donc plus il y a de la liberté d'expression, mieux je me porte. En revanche, la démocratie, ça suppose aussi la capacité de ne pas laisser quelqu'un manipuler l'information à des fins politiques ou à des fins de pouvoir ou de je ne sais quoi, et donc de recouper les informations pour se faire sa propre opinion. Ça s'appelle le libre arbitre. Et donc, nous, on encourage ça. En revanche, parce qu'on est confronté à des moments très critiques où toute perte de contrôle de soi peut très mal se terminer. Au bout du fusil, au bout du canon, au bout du missile, il y a la vie, il y a la mort de femmes, d'enfants, et donc vaut mieux rester calme, quoi. J'ai des exemples précis de militaires que j'ai vus perdre le pied parce que en face de nous, on avait des types horribles qui torturaient, qui violaient, qui coupaient des doigts pour nous obliger à rentrer dans leur jeu et à devenir aussi barbares et violents qu'eux. Et nous, on dit non, on reste calme. On ne devient pas aussi barbare qu'eux. Et pour ne pas devenir aussi barbare qu'eux, on ne laisse pas les émotions nous submerger. On reste calme. C'est un peu comme on peut voir. Aucun d'entre nous ne peut accepter de voir un CRS péter un câble et casser la gueule d'un manifestant, alors même qu'il se ramasse des tombereaux d'insultes, voire des cailloux ou je ne sais quoi sur la tête. Il a le devoir de rester calme. Et pour ça, c'est un travail permanent sur soi. Une des règles qu'on apprend très tôt dans les armées, c'est une philosophie qui nous vient de Mahatma Gandhi, qui dit « Personne ne peut me blesser sans ma permission ». Et donc je ne laisse à personne le soin de me blesser parce que je fais ce travail sur moi de ne pas laisser les émotions me submerger au risque de devenir un assassin comme celui d'en face. Je n'ouvrirai le feu qu'après avoir tout fait pour ne pas être obligé de l'ouvrir. Et si je ne peux pas y arriver parce que l'autre en face continue, et c'est à ce moment-là ma vie et celle de l'équipage que je dirige qui est en danger, alors j'ouvrirai le feu. Mais j'aurai les larmes aux yeux en le faisant parce que je n'aurai pas réussi à convaincre l'autre de ne pas aller au bout de sa folie. Et donc, plus on va laisser circuler une information qui alimente la frayeur, la peur, la colère, plus on se mettra en danger. Et il ne s'agit pas de la stopper, elle existe, et ceux qui la prononcent ont le droit de le faire. Il faut simplement lui opposer la force tranquille d'une information qui montre que tout n'est pas si dramatique que ça. Et plus on va chercher une information qui permet d'équilibrer les choses, plus on repousse le risque de voir la colère se terminer dans la terreur. Parce qu'au bout de la colère, il y a quoi? Il y a la violence. Je me permets de redonner la parole à Sonia Vignon, qui est notre liseuse amirale, qui avait quelque chose à ajouter, je crois, sur le sujet de la communication. On peut m'appeler Olivier, c'est plus simple. Hein, parce ok, que amiral, va pour Olivier. Ça fait... Ouais, mais c'est pas souvent, alors j'en profite un petit peu. Merci. Celle que j'ai souvent blessée sans sa permission, Sonia. Oh, bon, tu peux m'appeler amiral, moi. C'est trop, c'est trop. On n'en fait jamais trop. Je vais t'appeler amiral, mais en deux mots. Déjà, je suis très contente d'avoir remis l'industrie du couteau à beurre en selle, ça me fait plaisir. Très important, justement, j'ai bien écouté les propos de l'amiral et c'est là qu'il faut nuancer communication, information et marketing. BFM TV, c'est du marketing. C'est du marketing de la peur, mais c'est du marketing. Et en effet, la ligne éditoriale, elle est très claire. Faisons bien peur à la foule pour faire bien de l'audience et pouvoir caler des bonnes pubs au mieux. La communication, c'est ce que fait Ingrid auprès de ses équipes, c'est ce que fait, je suppose, un capitaine, un amiral, je ne connais pas les grades, auprès des siennes. Et l'information, c'est ce qui arrive de façon brute, palpable et vérifiable. Voilà, c'est donc trois choses très distinctes et c'est parce qu'on mélange les trois très souvent qu'on se retrouve avec BFM TV, maître du navire qui est en train de prendre l'eau.
Merci Sonia, je partage complètement. Il faut vraiment, et merci, c'est exactement ça. Quand a été écrite la charte des journalistes en 1881 ou quelque chose comme ça, elle est très belle cette charte, hein, et c'est une très belle profession. Et on leur demande justement de surtout ne pas se laisser prendre, de se laisser entraîner dans une vision partisane de l'information. L'information, c'est factuel. Il s'est passé ça à telle heure, de telle façon, et voilà ce qui est arrivé. Et après, on analyse. Ensuite, le journaliste, une fois qu'il a amené l'information factuelle, il peut la commenter. Et forcément, il va la commenter. Et donc, selon qu'il écrit pour le journal Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné ou je ne sais quel autre, eh ben, il ne va pas écrire pareil. Parce qu'il aura une vision de ce qui s'est passé qui est la sienne et qu'il veut partager avec d'autres. Et ça s'appelle le journalisme, et toutes les opinions sont respectables. Là où elle cesse d'être respectable, c'est quand on en arrive au marketing, où pour faire de l'argent, on va chercher quelque chose et on biaise l'information. Et ça, c'est inacceptable. Je vois bien que vous êtes tous d'accord sur le sujet, alors je me permets de rajouter un grain de sel dans la machine, mais au-delà de BFM, qui est le cas un peu caricatural de la télévision d'info en continu commercial qui cherche à nous mettre du live et à tout prix du live pour nous attirer à regarder encore et encore, au-delà de ça, en article de presse pur et simple, vous prenez Mediapart par exemple, alors qui est engagé politiquement, on le sait, mais qui n'a pas à mon avis politiquement d'intérêt à aggraver la crise plus que ça. Ce sont des articles d'information qui racontent des choses tristes, et c'est pas de la télé, et il n'y a pas de publicité, c'est un abonnement. La presse écrite aussi écrit des choses extrêmement tristes, et je pense qu'on peut être dans l'émotionnel triste, ce qui n'empêche pas ici, moi j'ai des moments de ma journée où je suis triste, et des moments où j'essaye d'être joyeux, parce qu'on fait cette émission et qu'on veut que ce soit dans la bonne humeur, mais j'ai pas l'impression d'être prisonnier de médias qui soient absolument dépendants du grand capital, et qui fassent tout pour me piéger dans le spectre de leur truc. Je pense qu'il y a aussi objectivement de l'information triste, dans une période de crise comme celle qu'on traverse. Mais c'est autre chose en fait. Là, c'est presque de la philosophie. C'est le fait de dire à partir du moment où je nomme la réalité, les mots que je vais mettre sur cette réalité sont les miens. Et de fait, ils sont aussi liés à mon état d'esprit du moment. Enfin, là, c'est de la neurolinguistique, c'est encore autre chose. Mais en fait, la réalité cesse d'être réalité à partir du moment où elle est nommée. Parce que du coup, elle est forcément empreinte de la sémantique de la personne qui nomme. Je suis pas sûre que tu avais très envie d'aller sur ça. J'avais vachement envie d'entendre neurolinguistique, que je case assez peu souvent, et c'est vrai que pour le coup j'ai l'impression de ne pas avoir perdu ma journée, et je te remercie pour ça. Je voulais redonner la parole à l'amiral sur le sujet au-delà de la com, de l'incertitude. Comment vous faisiez vous avec vos équipes pour vous préparer à de la peur et de l'incertitude qui, au-delà de l'information, sont réelles. On ne sait pas de quoi seront faits notre lendemain, notre mois prochain et notre année prochaine, et d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue économique. Comment vous gériez en management l'incertitude des équipes? Comme j'ai dit, dans un premier temps, on amène les gens à travailler sur le fait qu'ils ne doivent pas se laisser enfermer dans tout ce qui va les inquiéter. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas inquiets. Donc, première chose, c'est comment je fais ce travail sur moi. Personne ne peut me blesser sans ma permission, pour ne pas donner trop de place à des émotions qui vont me faire partir en vrille. Deuxièmement, comment on enseigne aux gens le fait que on n'est pas maître de tout, on ne peut pas tout maîtriser et qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, j'aime bien entendre des gens dire, alors qu'ils sont professeurs de médecine, eh ben, ce fichu virus, on ne sait pas. Il vient, on le découvre, on va apprendre en marchant, en soignant, en cherchant, mais on ne sait pas. Savoir dire je ne sais pas, c'est très courageux. Parce que dans des civilisations où on attend des dirigeants que ce soit des sachants, eh ben, on se met gravement en danger. Un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui ose dire je ne sais pas et on va ensemble chercher la solution. Et donc, c'est l'intelligence collective de l'équipage, c'est le fait qu'on ne promet pas des choses qu'on ne peut pas tenir, c'est le fait qu'on aligne les actes et les paroles, c'est le fait qu'on dialogue pour trouver ensemble la solution, et c'est ce travail permanent de l'humilité. Moi, les plus grands chefs que je connais, que j'ai eu la chance de connaître, et je me suis efforcé après de leur ressembler, c'était des gens qui avaient beaucoup d'humour. L'humour comme un subtil mélange d'humilité et d'amour. Humblement, je me souviens que la vie, c'est un coup de bol incroyable. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Quand j'arrive au monde, je ne sais pas si je vais vivre 20 ans ou 2 ans.
À titre personnel, j'ai eu le drame de perdre un petit-fils qui est mort à 2 ans et demi en se noyant dans la piscine de la maison. C'était pas écrit. Je croyais que, en tant que militaire, j'avais vu déjà plein de choses terrifiantes. Et ben ça m'a pété à la gueule et on a fait face. Et la famille est debout. Et on parle du petit bonhomme, et ça fait 5 ans maintenant que c'est arrivé, et il est encore là. C'est pas prévu, ça. Et donc, si on se laisse prendre en disant c'est pas juste, c'est dégueulasse, qui est le fautif, on va plonger, on va couler. Alors que si on dit ben voilà, la vie, elle peut me réserver ça à tout moment. Est-ce que demain, en sortant faire quelques courses, même si j'en fais le moins possible, je vais malheureusement attraper ce truc-là, et vu mes 65 ans, le fait que j'ai une petite maladie, machin, je vais y passer. Bon, ben peut-être, j'en sais rien. Et donc, il faut vivre et vivre encore. Et donc, c'est le our de humour, amour, aimer la vie. Aimer se laisser emporter par tout ce qui permet de s'émerveiller du fait que la vie, elle trouve toujours des solutions. Après une marée noire, on voit la nature réinventer des nouveaux trucs, et la baie de l'Empolle, qui a été saccagée en 1978 par la Bococadis, 10 ans après, on y retrouvait une faune, une flore incroyable. La vie avait repris le dessus. Celle qui doit gagner, c'est la vie. Pour finir sur des images très claires, un champion de la voile comme Michel Desjoyaux, il gagne 2 fois le Vendée Globe, la plus dure des courses où on fait le tour du monde en solitaire avec un petit bateau. La 2e fois qu'il la gagne, l'arrivée se fait au Sable d'Olonne. La journaliste qui l'attend va vers lui et lui dit « Alors Michel, c'est quoi vos premières impressions? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ?» Il laisse un petit silence et il répond « Elle m'a laissé passer. Elle, c'est la mer. » Et donc, accepter que nous ne sommes pas maîtres de tout, être capable d'accepter que la façon de bien vivre, c'est se souvenir en permanence qu'à tout moment l'impossible peut arriver, et que la meilleure façon de s'y préparer, c'est de surtout ne pas trop croire qu'on a toutes les recettes et toutes les réponses, et accepter qu'on ne sait pas et qu'on va trouver. Et donc, aller chercher les possibles. Ça, c'est une philosophie de la vie qui, moi, m'a permis de traverser des épreuves terrifiantes, de voir des choses horribles. Quand j'avais 20 ans, en 1975, ça remonte, il y avait déjà des migrants. C'était les boat people. Ils fuyaient la folie des Khmers rouges. Et nous les avons accueillis, recueillis. Beaucoup d'entre eux, hélas, quand on arrivait à bord des bateaux à bord desquels ils avaient fui les Khmers rouges, on les retrouvait morts au fond. Les vieux s'étaient volontairement mis au fond pour laisser une petite chance de survie aux plus jeunes. Et donc, ça a commencé comme ça. Puis après, j'ai vu la folie de l'homme capable du pire dans la guerre. Et puis est arrivé ce que je vous ai partagé là. Je suis un homme debout parce que j'aime la vie. Et que pour aimer la vie, je vais chercher tout ce qui était merveilleux dans la vie, c'est-à-dire cette capacité à toujours retrouver un possible, une solution, à regreffer quelque chose qui va repousser. Voilà. Et donc, un dirigeant qui n'a pas cette capacité à entraîner son peuple vers ce qui va être possible et qui le laisse sombrer dans le désespoir en tenant lui-même un discours défaitiste, eh bien, ça n'est pas un dirigeant. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui a ce sens absolu de l'humour, il est humble et il aime tellement la vie qu'il va être capable de diffuser autour de lui cette volonté farouche d'aller chercher les possibles. Je note que l'armée a de la philosophie et de l'humour à travers votre témoignage que je trouve très surprenant, alors que ce sont des valeurs qui ne sont absolument pas communiquées dans la communication de propagande de l'armée qu'on voit tous les jours et à la télévision et ailleurs. Est-ce que vous regrettez que l'armée ne communique pas plus sur ces valeurs d'humour et de philosophie ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'armée, elle est victime d'un regard que les gens entretiennent depuis des décennies et qui est totalement faux. Moi, l'armée que j'ai servie, elle a dû se réinventer complètement. Oui, l'armée dans laquelle je suis rentré au milieu des années 70, elle ressemble à cette image caricaturale de l'adjudant qui aboie sur tout le monde et à qui tout le monde obéit. Mais tout ça, c'est fini depuis longtemps. Quand le mur de Berlin est tombé en 1989, la vieille armée a cessé d'exister. Il a fallu tout réinventer. On n'avait plus en face de nous un soviétique avec des millions de bombes nucléaires, des milliers de bombes nucléaires. On avait des gars qui avaient 3 fois rien et qui arrivaient à tout foutre en l'air. Et donc, il a fallu tout réinventer. On a professionnalisé, on a féminisé. Moi, j'ai été élu meilleur DRH de l'année en 2012. J'étais DRH de la Marine, amiral 4 étoiles, DRH de la Marine nationale. J'étais militaire. Et pourtant, les DRH des plus grands groupes du CAC 40 en France m'ont élu meilleur DRH de l'année en découvrant que les process RH de la Marine étaient particulièrement modernes.
développement des talents, égalité des salaires, gestion des emplois, etc., etc. Et donc cette image détestable qu'on entretient sans même prendre le temps d'aller regarder de quoi on parle, c'est insupportable. Moi, la com que je vois à la télé, c'est quoi? C'est des coms de recrutement, venez chez nous, et puis c'est de temps en temps des témoins sur les plateaux de télévision qui sont souvent très appréciés. Il y a peu de temps, j'organisais avec une jeune start-upeuse qui a créé une petite boîte qui s'appelle Boson Project, qui a maintenant 6 ou 7 ans. Elle s'appelle Emmanuelle Duez, elle est assez connue, je crois, sur les réseaux. On a organisé ensemble un truc qu'on a appelé la croisée des mondes. On a fait venir à bord d'un bateau de militaires, un gros porte-hélicoptère, ceux qui sont en train de partir pour appeler de l'aide à La Réunion et Mayotte ou aux Antilles de l'autre côté. Ces gros bateaux capables de transporter des hélicoptères qui ont des gros hôpitaux, etc. Eh bien, cette journée-là, il y avait Madame Taubira, mais il y avait aussi une sexologue, et puis il y avait un major du commando Hubert, un Navy Seals, comme on dit à la télé, qui revenait d'Afghanistan et qui avait vu des choses terribles. Il y avait une femme, commandant d'un bateau, qui racontait comment elle avait géré ça, et on a croisé des regards militaires et des regards civils. Eh bien, les grands patrons qui étaient là, qui avaient été invités à cette journée-là, ont dit « c'est scotchant ». La façon dont les militaires se sont exprimés et ont parlé de leur vie, de la façon dont ils raisonnaient, mais qu'est-ce qu'on a comme leçon à prendre dans l'entreprise? Moi, depuis 8 ans, j'ai quitté la marine fin 2012, j'accompagne des entreprises. Je suis le conseiller d'une famille du Nord bien connue qui est propriétaire de belles entreprises qui s'appellent Leroy Merlin, Decathlon, Auchan et tant d'autres. Et je leur fais le parallèle en permanence en leur montrant combien les bonnes pratiques qui permettent à un bateau de combat de durer à la mer et de rester résilient face à toutes les menaces, on peut les décliner dans l'entreprise avec des belles pratiques. Et moi, je suis un militant de ça. On arrête de juger l'autre avec une idée toute faite, on arrête les images d'Épinal, on arrête de dire elle est blonde, elle est conne, elle est brune, elle est chiante, il est noir, il est bête, il est hobo, il est insupportable, capricieux, etc. etc. Ces étiquettes-là, c'est insupportable. Camus, dans La Chute, écrit « J'ai connu le pire, le jugement des hommes ». Eh bien, à force de juger et d'entretenir des images d'Épinal injustes, en ne prenant pas le temps d'aller voir qui sont vraiment ces gens-là dont on parle, avec une idée comme ça, la Grande Muette, l'armée des imbéciles, le garde à vous à 6 pas, etc. Mais tout ça, c'est totalement faux. C'est entretenu par des gens qui ne prennent pas le temps d'aller rencontrer l'autre sans jugement et en les accueillant tels qu'ils sont et en découvrant combien des mondes qui, en apparence, peuvent paraître incompatibles, sont extrêmement compatibles. Et donc, pardon d'être un peu vif sur le sujet, mais je milite maintenant depuis plusieurs années en disant mais arrêtons ça, c'est insupportable. C'est une image d'Épinal entretenue qui n'a aucune réalité, aucune. Moi, c'est pour ça que je vous posais la question, si ce n'est dans la forme de la communication. En fait, je vous ai posé la question justement parce que je pensais au spot. Un exemple de communication qui donne cette image-là. C'est quoi? Pour moi, le fait de faire des spots avec une grosse voix très carrée, très film, en fait, je trouve que souvent dans la communication, l'armée va reprendre les codes du film d'action, voire du jeu vidéo. Et elle le fait très clairement dans sa charte graphique et dans la manière de formuler le message. Sur des spots qui sont diffusés partout aux jeunes, parce que j'imagine que les agences de communication qui sont derrière ont estimé que ce qui était le plus à même de convaincre des jeunes, c'est de les ramener dans l'univers du cinéma ou du jeu vidéo. Et cette communication, elle est empreinte de ça. Et je trouve que ne transparaît pas du tout la notion testimoniale dont vous faites part aujourd'hui et avec grand plaisir. Et c'est très chouette de découvrir votre témoignage. Mais je trouve que l'armée a aussi sa part de responsabilité dans la manière et dans l'iconographie qu'elle utilise pour communiquer. Ce qui est sûr, c'est que les agences de com, quand elles viennent nous voir, elles nous amènent systématiquement à ce mode de communication. Mais je vous invite à revisiter quand j'étais DIRCOM de la marine, ça remonte à 1999, 2000, 2001, donc ça date. Mais amusez-vous à regarder les spots publicitaires qu'on faisait à ce moment-là. Et vous verrez que j'avais réussi à refuser de me laisser entraîner par les agences de com dans cette communication à grosse voix. On y voit une jeune femme métisse, avec des cheveux bouclés pas possible, qui arrive à bord d'un bateau et qui raconte ça. Moi-même, j'ai la chance d'être acteur dans GoldenEye, à la 27e minute de GoldenEye. Je crève l'écran et je dis aux gens de monter sur le pont supérieur pour regarder le décollage de l'hélicoptère. C'est pas mal quand même, un amiral qui est acteur dans un James Bond. Vous avez un CV qui est quand même impressionnant. Le French Navy Officer, c'est Olivier Lajousse. Et donc j'ai fait se rapprocher les deux mondes. À l'époque, on est au milieu des années 90, c'est pas encore complètement prêt, mais n'empêche qu'à cette époque-là, on a eu l'audace de commencer à changer le regard sur l'armée. Ça a tenu quelques années.
Et puis, pour des raisons qui pourraient être la guerre d'Afghanistan, le retour d'un discours très va-t-en-guerre, la peur des terroristes, etc., on a réenfermé les militaires dans cette vision que moi je trouve beaucoup trop réductrice de l'homme à la grosse voix. Mais il fut un temps, il y a 15 ans de ça, où on avait commencé à changer l'image. Mais c'est terrifiant parce que les gens ont besoin de se faire une image, de mettre les gens dans des boîtes précises. Le militaire, il est comme ça, le policier, il est comme ça, le médecin, il est comme ça, le journaliste, il est comme ça. On a beaucoup de mal, même en y mettant beaucoup d'énergie, à faire évoluer la façon dont on se raconte aux autres. Et parfois, ce sont les autres qui n'aiment pas qu'on se raconte autrement. Je me souviens de journalistes qui venaient me dire « Mais Olivier, c'est dangereux ce que tu fais parce que tu fragilises l'image de l'armée. Il faut que l'armée, ça reste un pilier, un truc... il ne faut pas que les gens puissent croire que les militaires, ça réfléchit et ça a des émotions. » Eux-mêmes étaient très mal à l'aise avec l'idée qu'on ose être des gens normaux, des gens sensibles, des gens intelligents, des gens, etc., etc. Il fallait nous enfermer dans l'image, c'était plus facile. Et donc, c'est une vraie question que vous posez là, pardon, c'est que qu'est-ce qui fait que quand on doit raconter quelque chose, on commence par dire oui, mais il faut que ça corresponde à ça. Parce que les gens se font cette idée-là et donc il ne faut pas qu'ils soient déçus et soient surpris d'un décalage trop fort par rapport à ce qu'ils s'attendent sur telle population. Mais c'est un vrai sujet de com et qu'on retrouve dans les entreprises aussi, entre le décalage des fois entre la com interne et la com externe. Et on dit souvent, et on l'a dit ici d'ailleurs, que les meilleurs ambassadeurs de communication sont les gens qui sont dans l'entreprise et pas des externes qui vont s'imaginer que, etc. On fait beaucoup de projections qui ne correspondent pas forcément à la réalité. J'en profite puisque vous avez été DRH et pour avoir votre regard sur ce qui fait un bon chef. Moi, j'aime bien dire qu'un bon chef, c'est quelqu'un qui est perçu comme légitime par les gens qui le dirigent. Est-ce que dans l'armée, vous avez le même type de raisonnement, c'est-à-dire parce qu'un chef, en plus, c'est très coercitif dans l'armée, j'imagine, le chef, il est chef et on peut pas vraiment avoir le dialogue qu'on imagine pouvoir avoir dans une entreprise, c'est un peu moins syndiqué, j'imagine. Est-ce que vous avez la même manière de raisonner, c'est-à-dire que non seulement le chef, il est imposé, mais aussi, il doit faire preuve de légitimité, et qu'est-ce qui fait la légitimité d'un chef? Alors, d'abord, dans l'armée, là encore, il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas dialoguer. On n'a pas de syndicats, on a bien mieux que des syndicats, on a des gens qui s'expriment. Parce que les syndicats, là encore, c'est une catastrophe, les syndicats. Ce sont des gens qui sont partisans et par principe opposés au patron, etc. En tout cas en France. Qui sont eux-mêmes dans une case, je suis d'accord. Pardon ? Qui sont eux-mêmes dans une case, en fait, ils répondent à une attente aussi de confrontation. Exactement. Eh bien, moi, j'ai étonné tout le monde. En 2005, j'ai fait venir Madame Nicole Notat dans la marine. Et je lui ai demandé de faire la cotation RSE de la Marine nationale. Elle venait de quitter elle a été longtemps la patronne, la secrétaire générale de la CFDT. Elle a quitté cette fonction syndicale et elle a créé une boîte qui s'appelle Vigéo. Vigéo, c'est une boîte qui fait la cotation de l'engagement sociétal des entreprises. Et donc, elle avait une grille et elle faisait ça. Quand je lui téléphone pour lui dire « Madame, est-ce que vous viendriez faire la cotation RSE de la Marine nationale ?» Elle a cru que c'était une blague, elle m'a raccroché au nez. Il a fallu que mon assistante, comme on dit, t'as le téléphone, il dit non, mais c'est vrai, c'est le gars qui vous a appelé, c'est l'amiral Lajos, c'est le DRH de la Marine. Moi, je ne l'aurais jamais rappelé, je leur ai dit franchement, c'est bien fait avec un pas raccroché. Vous êtes bien trop gentil, je trouve. Ouais, mais moi, il y a un respect quand même. J'ai accepté, personne ne peut me blesser sans ma permission, j'ai accepté sa réaction en disant je peux comprendre que ça lui paraisse trop étrange. Parce que je sais que les gens ont cette façon de fermer des portes par idée préconçue. Et donc, on a fini par se parler. Elle est venue. Elle nous a mis une équipe de 4 enquêteurs qui avaient pour mission de bien montrer tout, voilà, qu'on était vraiment différents. Eh bien, à la fin, au moment où elle a rendu le rapport qui avait été fait par ses équipes, elle nous a dit, vous savez, messieurs les amiraux, je vais vous avouer quelque chose. Je n'imaginais pas que vous aviez autant d'avance sur tous ces sujets-là. Et plus encore, je n'ai jamais vu un dialogue social aussi transparent et efficace. Tous les patrons de la marine sont parfaitement informés de ce qui ne va pas, etc. Tous les marins peuvent faire appel à la commission des recours militaires. Vous avez été les premiers à mettre en place une cellule où les femmes
de la marine, si elle venait à être harcelée, pouvait porter plainte en toute sécurité, était suivie et personne ne mettait en doute leurs paroles et il y avait des enquêtes sincères et complètes. Aujourd'hui, la marine est citée depuis maintenant une quinzaine d'années comme un exemple de bonnes pratiques RH. Ensuite, sur la légitimité. Moi, j'ai été DRH de la marine et si j'étais légitime aux yeux des marins pour être leur DRH, c'est que pendant 17 ans, j'ai navigué sur des bateaux, j'ai fait le même métier qu'eux, j'ai dégueulé à la mer comme eux, j'ai eu peur au combat comme eux, j'ai vécu leur vie. Et beaucoup m'ont connu, m'ont eu comme commandant sur un bateau ou comme chef de service ou comme copain. Et donc, une fois que je suis le DRH, amiral 4 étoiles, numéro 3 de la marine française, tout en haut, avec plein de décorations, ça fait peur, quoi. Mais ma légitimité, c'est pas mes étoiles, c'est pas mes décorations, c'est le fait que j'ai fait le boulot comme eux et que quand je m'adresse à eux, je parle le même métier qu'eux, je parle le même langage qu'eux, je suis un des leurs et je suis là pour les servir, les accompagner. Et donc, ma légitimité était totale. J'avais fait mes preuves et je n'étais pas arrivé là par hasard. On ne passe pas. En plus, moi, je suis un des rares exemplaires. Malheureusement, j'ai commencé matelot, puis je suis passé officier et j'ai fait un parcours, mais j'ai jamais oublié mon temps de matelot. Et tout le monde le savait dans la marine. Lui, il a commencé en bas. Il n'est pas rentré avec un gros diplôme, etc. Et puis, il a fini tout là-haut, grand chef. Et en plus, c'est lui qui nous forme, nous recrute, etc., etc. Et ma légitimité, elle était totale. Mais tous les patrons qu'on nomme dans la marine, ils ont fait le parcours, ils sont légitimes parce qu'ils ont fait le job et qu'on sait ce qu'ils ont fait. Et que tous les marins savent très bien qu'on leur parachute pas un mec qui vient au prétexte qu'il a un grand diplôme ou c'est cas. Non, c'est quelqu'un du milieu, du métier qui vient. Et ça, c'est une vraie interrogation sur qui sont les dirigeants aujourd'hui. Certes, il faut métisser, mélanger les gens, parce que rien n'est plus dangereux, qu'une organisation qui serait trop endogène, c'est-à-dire pas assez hétérogène. Et donc, il faut des regards différents. Mais à la tête, il faut des gens qui sont légitimes par leur parfaite connaissance du métier. Et pour bien connaître un métier, il faut l'avoir pratiqué. Est-ce que ça veut dire, dans votre raisonnement, que le patron de Carrefour doit avoir été caissier? Eh bien, chez Auchan, beaucoup des patrons sont des gens qui ont été caissiers ou vendeurs, etc. Oui, et je pense, d'ailleurs, on appelle ça avoir fait du carrelage. Et chez nous, on dit avoir fait de la mer. Eh bien, je pense que ce sont des règles toutes simples qu'il faut garder. Et si le patron vient de l'extérieur parce qu'il amène un regard nouveau, il faut qu'il ait autour de lui, dans son équipe de dirigeants, parce que le vrai danger, ça serait de croire qu'une boîte, c'est un homme providentiel qui va la sauver. Ça n'existe pas, l'homme providentiel, ni à la guerre, ni en entreprise, ni nulle part. La seule chose providentielle, c'est l'équipe qui se complète avec des regards différents, mais ils regardent tous dans la même direction avec des yeux différents. Mais ils savent où ils veulent aller et ils en discutent entre eux et chacun amène son regard qui vient enrichir la vision commune. Un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Alors, il peut ne pas être du métier et dans ces cas-là, il doit absolument avoir des professionnels avec lui. Quand on me nomme directeur de la communication de la marine, je ne connais rien, moi, à ça. Je viens de passer des années à la mer, je sais commander un bateau, je sais tirer au canon, je sais tirer des missiles, enfin bon, je sais faire mon métier de marin, réparer une machine de bateau, etc. etc. Et là, on me dit, ben voilà, tu es assez bon pour t'exprimer, tout ça, on va te mettre directeur de la communication. Ouf. Dans un premier temps, je dis ça, c'est un piège. Et puis après, je dis, bon, ben Olivier, fais comme tu as toujours fait. Ce n'est pas ton métier, mais toi, tu es là pour faire réussir une équipe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constitué une équipe de professionnels. Je suis allé chercher, en proposant à des gens de devenir officiers sous contrat dans la marine, que j'allais chercher dans des écoles de journalistes. Il y en a un aujourd'hui, il est connu, il tient un blog merveilleux, il s'appelle Stéphane Dugas. C'est un explorateur, écrivain, journaliste. Quand je l'ai recruté, c'était un môme qui sortait de son école de com. Et je lui ai dit, aide-moi à comprendre le métier. Toi, tu as appris ça à l'école, dis-moi comment il faut faire. Puis je suis allé voir comment, c'était encore les journaux, donc je suis allé passer du temps chez Ouest France, qui était un journal de la presse quotidienne régionale très important parce que la marine est très présente dans l'Ouest. Et donc je me suis fait expliquer le bas de casse, le machin, tout le métier du journalisme. Je suis allé découvrir. J'ai pris le temps, pendant mes 3 premiers mois de directeur de la com, de dire je ne sais rien, mais je vais apprendre. Et donc je suis allé rencontrer des gens qui m'ont expliqué. Je suis allé vivre avec des équipes qui publiaient un journal. Je suis allé voir comment on faisait un journal télévisé. Je suis allé rencontrer des gens de radio.
je me suis renseigné. Et puis, une fois que j'avais à peu près compris, je me suis entouré d'une équipe. Des gens qui venaient de la radio, des gens qui venaient de la télé, des gens qui venaient de la presse écrite. Et puis, comme on faisait aussi tout ce qui était événementiel, je me suis entouré de champions de l'événement qui m'ont aidé à trouver des solutions nouvelles pour raconter la marine au grand public. Et voilà, j'ai appris comme ça, et ma légitimité, elle était là, non pas par ma compétence personnelle dans ce métier-là, mais par ma capacité à m'être entouré de gens qui m'aidaient à prendre les bonnes décisions. Vous auriez pu refuser, parce que c'est une question qui se pose souvent, ou peut-être même des fois pas assez. Souvent, les gens, quand ils sont bons dans un truc, on les monte et on les met à des postes de management, où on leur demande de gérer des équipes alors qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Est-ce que vous vous sentiez à l'aise et est-ce que des fois, il ne faut pas savoir aussi refuser quand on ne connaît pas assez ou qu'on ne se sent pas légitime? Oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, je trouvais ça très intéressant comme défi pour moi-même. Et donc, j'ai accepté et j'ai fait comme je viens de le raconter. Ouais. Quelques années plus tard, on m'a proposé un poste qui était très lié au monde des relations avec les industriels de l'armement. Et comme je suis missilier, voilà. Et j'ai refusé parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec cette matière-là et que, quelque part, je ne me voyais pas capable de travailler avec des gens dont je ne suis pas complètement aligné sur leur façon de voir le monde et de pratiquer leur métier. Parce que les ventes d'armes dans le monde et le marché des armes, c'est quand même quelque chose de très particulier. Autant j'étais intéressé par le monde des journalistes parce que quelque part, comme je l'ai dit et je pense l'avoir montré, j'aime le débat, la démocratie, etc. Autant un monde avec des règles du jeu qui sont... ça a donné des drames et ça m'a désespéré. Les 10 morts dans l'attentat de Karachi, c'est parce que, pour financer leur campagne électorale, des hommes politiques qui sont ensuite arrivés aux plus hautes fonctions de l'État, en l'occurrence M. Balladur et Karachi et Sarkozy, ont bricolé avec des industriels de l'armement. Et ça, c'est odieux. Et comme je déteste ça et que je ne veux pas me mettre au service de ça, j'ai refusé ce poste-là. Et ça m'a valu de ne pas être bien vu et certains ont essayé de me tirer le tapis sous le pied. Hein. Ça vous a sans doute valu de ne pas être au tribunal aujourd'hui, du coup. Comment ? Ça vous a sans doute valu de ne pas être au tribunal aujourd'hui, puisque cette affaire est en phase des juges, je crois. Exactement, l'affaire Karachi, elle est au tribunal. Et donc, j'ai bien fait de dire non. Hein. Oui, je pense. Merci beaucoup, Olivier Lajousse. Je rappelle que vous avez beaucoup écrit sur tout un tas de sujets dont certains ont été évoqués aujourd'hui. Il y a notamment 9 piliers que vous avez écrits dans un document qui est partagé avec les membres du CJD sur le SharePoint, m'indique-t-on. Et puis, vous avez également été auteur de 3 livres, L'art de diriger, L'art du temps et L'art de l'équilibre. Et L'art de la guerre, c'était pas vous, hein? Non, c'est pas moi, c'est un général chinois et c'était il y a très longtemps. Et c'est inspiré de ça ou pas? Je suis très flatté. C'est inspiré de ça, vos arts différents, ça vient de là, de Sun Tzu? Oui, ça vient de là. Mais surtout, l'art de diriger, qui est le premier que j'ai écrit, c'est que pour moi, un dirigeant, ça doit être un artiste. Quelqu'un qui, un peu comme un peintre impressionniste, va faire des petites tâches par-ci, par-là et finir par trouver une belle réalisation. Et il le fera avec tous les repères que j'espère avoir partagés ce soir. En tout cas, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et bravo et merci pour cette interview remarquable et motivante.